Bonjour, bonjour à toutes et tous, c'est Elska pour l'épisode 71 de Parlons Constitution. Aujourd'hui, on va se poser cette question. Faut-il un gouvernement des juges? Question très intéressante parce que la critique du gouvernement des juges, comme quoi il y aurait un gouvernement des juges, cette critique est très forte en ce moment. Elle est à plusieurs moments dans l'histoire, en fonction voilà, des jugements qui sont opérés par la Cour constitutionnelle, par le Conseil constitutionnel, selon comment on l'appelle, aussi par les jugements de politique, et cetera. Il y a cette question. Donc aujourd'hui, on va se poser la question, tout simplement, est-ce qu'il faut un gouvernement des juges? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Quels sont les risques? Et cetera, et cetera. Mais on verra ça tout de suite après le générique. Mais d'abord, bien sûr, quelques rappels. Des rappels importants pour bien comprendre ce sujet qui est un sujet global, hein. C'est un sujet qui touche à beaucoup de choses qu'on a vues au cours de Parlons Constitution. La première chose qu'il faut rappeler, c'est le but de la société vu à l'épisode 2 et 3. Le but de la société, et donc le but aussi de cette constitution, qu'on discute tant par la constitution, c'est de faire société pour son propre bonheur et celui de chacun. On augmente les gains, on mutualise les pertes, on se porte mutuellement assistance. Voilà, ce sont des choses assez basiques, mais c'est pour ça qu'on fait société. En plus d'être des animaux sociaux, hein, bien sûr, il y a aussi tous ces avantages-là, qui sont des avantages dont notre espèce profite, mais il y a aussi d'autres espèces, hein, qui sont voilà, des espèces sociales qui profitent de ça, d'augmentation des gains, de se porter assistance quand il y a en cas de problème, hein, bien sûr. Voilà, ce genre de choses, c'est pour ça. Et c'est aussi pourquoi? Parce que ça nous rend heureux, tout simplement, hein. Pourquoi on fait société? Pourquoi est-ce qu'on entre en relation avec les autres? Pour notre propre bonheur, et donc aussi celui des autres. On s'était aussi posé la question dans ces épisodes 2 et 3 de quel type de société. Donc cette constitution entre dans le cadre d'un État, le choix d'un État. Pourquoi? Car un État, c'est une plus grande division du travail, c'est plus de complexité, c'est plus de technologie. Cette division du travail est vraiment très importante. Elle permet d'avoir différents corps de métier, d'avoir des personnes très spécialisées dans certains domaines et d'autres dans d'autres domaines. Et tout ça permet à la société voilà, d'avoir une plus grande division, une plus grande complexité et donc une technologie plus importante. Technologie qui peut être très basique, hein, on peut dire, que ce soit le moulin à eau, etc., jusqu'au téléphone portable. Tout ça, c'est grâce à l'État. C'est grâce à la complexité. C'est grâce à la division du travail au sein d'un État, puisque l'État va fédérer un grand nombre de personnes, et ainsi va pacifier, faciliter les relations et permettre une division du travail, une complexité, une technologie. Je rentre pas dans les détails, on l'a vu dans les épisodes 2 et 3. Ensuite, dans cet État, il y a une constitution, qu'on a vu à l'épisode 1, dès le premier épisode, pour clarifier les règles de fonctionnement et encadrer le pouvoir. Même si bien sûr, on avait vu qu'il y a une certaine flexibilité. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est pas dangereux cette flexibilité? C'est un peu ce qu'on va voir au cours de cet épisode ou qu'on a déjà vu à d'autres épisodes, hein, bien sûr. Mais c'est cette question de savoir si le fait que la constitution ne soit pas complètement écrite, gravée dans le marbre, qu'elle puisse être changée, qu'elle change au cours du temps, qu'il y ait des choses dedans qui sont pas tout à fait claires. Est-ce que cette flexibilité de la constitution, cette modification possible de la constitution, et même les coutumes constitutionnelles qui sont identifiées par le juge, qui sont, voilà, ce sont des règles qui sortent de la Constitution, qui ne sont pas dans la Constitution elle-même, mais qui découlent d'elle, ou qui sont des habitudes constitutionnelles qui sont hors de la Constitution, qui ne sont pas écrites dans la Constitution, mais qui sont pour le juge des choses habituelles. Voilà, ces coutumes constitutionnelles dans une Constitution écrite, évidemment, il y en a très peu. Dans la Constitution écrite, et dans tout ce que le juge considère comme constitutionnel. Dans le bloc de constitutionnalité, il y a très peu de coutumes constitutionnelles, mais il peut y en avoir. Et c'est cette flexibilité-là qui peut poser problème. On va y revenir plus tard dans l'épisode. Bien. Mais le souverain étant la nation, le gouvernement des juges peut être la volonté du souverain. C'est ce qu'on avait vu à l'épisode 4 et 6. La nation peut vouloir, d'une certaine manière, qu'il y ait un gouvernement des juges. Sauf qu'on avait vu aux épisodes 7 et 8 qu'il faut séparer les pouvoirs, qu'il faut une balance des pouvoirs pour éviter les abus de pouvoir, la confusion des pouvoirs. Aussi, on avait dès lors parlé du gouvernement des juges. On avait dit qu'il y avait ce risque, en cas de mauvaise séparation des pouvoirs, de mauvaise balance entre les pouvoirs, qu'il y ait un pouvoir qui prenne le pas, pouvoir exécutif, pouvoir législatif, et aussi, possiblement,
le pouvoir judiciaire et donc le gouvernement des juges. Qu'est-ce que c'est? C'est le corps judiciaire qui interprète la loi et fait la loi par sa jurisprudence et ce qu'elle souhaite appliquer ou non. Bien. Mais ce n'est pas que ça, car le gouvernement des juges, c'est lorsque le juge fait ça et que les autres pouvoirs appliquent, rentrent dans le rang, font selon ce que veut le corps judiciaire. Donc l'Assemblée législative, le corps législatif, peu importe comment on l'appelle, discute la jurisprudence et essaie de faire des lois, quand même, bien sûr. Mais ces lois vont être interprétées par le corps judiciaire, par les juges de façon générale, par ce gouvernement des juges, qui va dire, ce gouvernement des juges va dire ce qu'il veut. Quelle doit être la loi? Qu'est-ce qu'il faut interpréter dans la loi? Qu'est-ce qu'il faut comprendre par cette loi? Qu'est-ce qui découle de la Constitution, etc., etc. En faisant, si c'est un gouvernement des juges qu'on imagine un peu autoritaire et surtout très fort, très puissant, qui pourrait ajouter des choses potentiellement par sa jurisprudence ou faire une interprétation complètement décalée avec de la novlangue, pour ceux qui connaissent le mot, c'est-à-dire cette langue qui serait tordue dans tous les sens pour faire dire ce que l'on veut dire, même si ce n'est pas exactement ça. Parler de justice pour en fait parler d'injustice. Et quand on veut utiliser le mot injustice, dire c'est de l'injustice, eh bien, ça veut dire justice. Vous voyez? Tordre le langage, faire changer de sens les mots. Bon, peu importe. Ça, c'est si on pousse très loin l'idée d'un gouvernement des juges. Et donc, dans ce cas-là, le corps des magistrats, aussi appelé gouvernement, etc., comme vous voulez, va se contenter d'exécuter conformément à la jurisprudence. Mais le juge intervient. Voilà. On a dit qu'il y avait séparation des pouvoirs, sauf que le juge intervient. Parfois, il interprète la loi pour l'appliquer. Et dans cette interprétation, on vient de voir, juste là, dans les rappels de ce qu'est le gouvernement des juges, que ça peut poser problème, que par là, il peut y avoir des interprétations qui sont un peu exagérées. On y reviendra dans l'épisode, ne vous inquiétez pas. On avait vu tout ça à l'épisode 39, sur les rôles du juge, etc. On avait dit qu'il y avait des juges professionnels, par concours, avec la garantie de leur indépendance, de leur impartialité, de leurs compétences. Même si, pour les plus hauts postes, il y avait une nomination officielle par un organe indépendant mixte, le Conseil supérieur de la magistrature. Alors je reprends ce nom parce que j'en trouve pas forcément d'autres et il est pas si mal, mais la plupart du temps je dis simplement organe indépendant mixte car il pourrait avoir un autre nom. Mais le nom actuel de l'institution qui a à peu près les mêmes compétences, les mêmes attributions que cet organe indépendant mixte, s'appelle le Conseil supérieur de la magistrature, le CSM. On avait aussi dit que dans le cadre de l'état de droit, dans l'épisode 41, c'est-à-dire la puissance publique est effectivement soumise au droit, dans le cadre de cette puissance publique qui est effectivement soumise au droit, eh bien, le juge devait intervenir pour garantir cet état de droit, et aussi dans le cadre du nécessaire respect de la hiérarchie des normes, qui va de pair avec cet état de droit. C'est important, la hiérarchie des normes, c'est-à-dire le fait que la Constitution est au-dessus des lois, et que donc les lois doivent être conformes à la Constitution. Et ainsi de suite, on descend, sous les lois il y a les actes administratifs, et bref, je passe les détails, on l'avait vu dans l'épisode 14. Le juge intervient notamment aussi pour protéger les libertés et droits fondamentaux, ce qu'on avait vu à l'épisode 18. Mais on avait dit attention. Attention, dans l'épisode 17, on a dit attention aux objectifs qui inspirent, qui ne sont pas assez précis pour être appliqués tels quels. Des objectifs en tant que droits fondamentaux, en tant que libertés fondamentales, qui ne sont que de simples objectifs inscrits dans la Constitution et qui donc ont, disons, une interprétation un peu libre, très large. Ils inspirent seulement l'action publique. C'est important qu'il y ait ces objectifs-là, mais attention, ils ne sont pas assez précis pour être appliqués tels quels. Comment le juge intervient? Il intervient par différents contrôles de conformité, ce qu'on avait vu à l'épisode 62, dont le principe de constitutionnalité, c'est-à-dire le fait que la Constitution soit au-dessus. Le principe de constitutionnalité, ça veut dire que la constitutionnalité, la Constitution est au-dessus des lois, au-dessus de tout le reste, et que elle va, elle va diffuser dans l'ensemble du droit. Comme elle est au sommet de la hiérarchie des normes, la Constitution,
tout ce qui va être en dessous va lui être conforme. Bref, il y a aussi un autre contrôle en tant que juge électoral. On a vu à l'épisode 64. Donc, les contrôles par le juge sont effectués sur la loi, donc le droit, de façon générale, les élus, les candidats et le pouvoir exécutif. Notamment car il y a le jugement pénal. On en a parlé en effet lorsqu'on a évoqué la responsabilité pénale du gouvernement à l'épisode 66. Même si il y a le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif qui interviennent parfois sur le pouvoir judiciaire, sur les jugements qui sont rendus. Je rentre pas dans les détails, on avait l'épisode 67, le droit de grâce, et aussi un tout petit peu ce que c'était qu'une loi d'amnistie. Ce sont des interventions, des petites interventions. Mais donc, le juge intervient pour juger le pouvoir exécutif, pour contrôler la conformité des actes qui sont pris par le gouvernement et le pouvoir législatif, et aussi toutes les administrations. Mais en retour, balance des pouvoirs, il peut y avoir un droit de grâce, il peut y avoir une loi d'amnistie. Même si ça doit être beaucoup plus rare, c'est difficilement justifiable la plupart du temps, mais pas toujours. Il y a aussi l'intervention de cet organe indépendant mixte du CSM, du Conseil supérieur de la magistrature, qui est, je le rappelle, pour un tiers politique, pour un tiers judiciaire aussi, et pour un tiers populaire. Donc d'une certaine manière, le politique intervient aussi pour contrôler le pouvoir judiciaire. Puis il y a d'autres choses, bien sûr, l'administration judiciaire est en partie, je dis bien en partie, sous le contrôle du ministère de la Justice. Ah, bien sûr, c'est plutôt le parquet, mais bon, les tribunaux, il y a une administration qui fait vivre tout ça, donc bref. On rentre pas dans les détails, il y a voilà un rapport entre les pouvoirs, une balance des pouvoirs, et ça c'est très important. C'est ce qui fait que pour moi, il ne faut pas de gouvernement des juges. Mais pour cette première partie, on va d'abord revenir sur la critique des jugements de personnalités et d'institutions politiques ou publiques. C'est-à-dire des personnes, ça peut être moi, ça peut être tout le monde, qui se met à critiquer des jugements de personnalités, voilà, de personnels politiques, d'anciens personnels politiques, d'anciens présidents de la République, par exemple, qui se fait juger. Et te dire, mais non, c'est pas possible, pourquoi les juger comme ça? Pourquoi les condamner ainsi? Pourquoi? C'est quoi ce juge qui est un juge politique? La critique existe. Et de là, on peut facilement dériver vers le gouvernement des juges, dire c'est un gouvernement des juges, les juges font de la politique. Bon, il faut rappeler quand même des choses. Les personnalités publiques ou politiques et les institutions politiques, comme les partis, les syndicats, sont jugés comme tout le monde, notamment pénalement. Pourquoi? C'est tant mieux. C'est tant mieux, car ça permet une égalité devant la loi et une confiance dans la justice. Tout le monde est injusticiable, comme les autres entre guillemets. Bien sûr, il y a des circonstances particulières qui doivent être prises en compte, mais tout le monde doit être jugé. Et c'est pas quand on est ancien président de la République, c'est pas quand on est un syndicat, un parti, qu'on ne doit pas être jugé, qu'on ne doit pas respecter les lois, et qu'on ne peut pas être condamné durement aussi à de la prison, à de lourdes amendes ou d'autres peines. Et c'est important de le noter, les institutions publiques dont l'État lui-même sont jugées. Ça arrive que des tribunaux, en particulier des cours au niveau européen, au niveau international, mais aussi le Conseil d'État au niveau national, jugent l'État lui-même et le juge illégal dans son action. Par exemple, une intervention insuffisante en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Par exemple, avec une condamnation à des amendes, à des actions, même si ça reste assez limité bien sûr. Et pourquoi ça? Et pourquoi les institutions publiques dont l'État lui-même sont jugées? Je le répète, c'est car on est dans le cadre de l'État de droit. Tout le personnel politique, toutes les institutions publiques, toutes les personnalités publiques, tout le monde est soumis au droit. L'État de droit, c'est ça. C'est que tout le monde est soumis au droit, même l'État lui-même. Le pouvoir lui-même est soumis au droit. Il fait le droit parfois, notamment le pouvoir législatif, mais c'est pas pour autant qu'il ne doit pas le respecter. Le droit s'applique à tout le monde, même à ceux qui font le droit. Et attention, tous ces jugements-là ne sont pas politiques, du moins en principe. Il faut le dire, la plupart du temps, la très 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 grande majorité du temps, si ce n'est tout le temps en fait,
Les jugements sur des anciens ministres, sur des candidats à des élections, ne sont pas politiques. Le juge n'a pas d'opinion politique, ou plutôt il en a peut-être une, mais il ne fait qu'appliquer le droit. Les juges appliquent le droit. Si on n'est pas d'accord avec le jugement, avec le droit qui est appliqué, il faut se tourner vers le législateur, donc vers l'Assemblée nationale, etc., etc., la Chambre des sages. Voilà, je ne reviens pas sur le pouvoir législatif dans Parlons Constitution. Et l'institution judiciaire veille elle-même à sa non-politisation. Et en cas de doute grave, car oui, en principe, ces jugements ne sont pas politiques. Mais pourquoi pas un juge, voilà, qui voudrait faire un peu d'excès de zèle, qui voudrait condamner un peu plus une personnalité mal vue dans une partie de l'opinion publique, un candidat, une candidate, qui, pour lui, pour ce juge, n'a pas à se représenter, est un escroc, sans scrupules, une personne malhonnête, une personne avec une politique souhaitée qui est complètement absurde, ou ridicule ou dangereuse. Ce juge pourrait vouloir condamner plus durement la personne. Si c'est justifié, si c'est dans le cadre du droit, ça n'a rien à voir avec sa politisation. Alors dans ce cas-là, ce n'est pas un jugement politique. Si au contraire, le juge est favorable à cette personne et juge la personne non coupable ou amoindrit largement la peine alors que les faits sont là, la personne a fait, je sais pas moi, un détournement de fonds. Dans ce cas-là, le jugement, il est politique. Le jugement, la critique du jugement, la critique des jugements de personnalités et d'institutions politiques ou publiques, ce n'est pas que dans un sens. Ce n'est pas que lorsque une personne qu'on apprécie, qu'on soutient plus ou moins, qu'on le dise ou non, est jugée, selon nous, trop sévèrement. Non. Si la personne est jugée voilà, d'une façon laxiste, pas assez sévèrement, c'est aussi un problème, c'est aussi un jugement politique. Mais l'institution judiciaire veille à sa non-politisation et en cas de doute grave, le Conseil supérieur de la magistrature, le CSM dont on a parlé plusieurs fois depuis le début de l'épisode, cet organe mixte, veille. Il y a des sanctions qui sont possibles, en dernier recours, qui peuvent aller jusqu'à la révocation. Révoquer un juge, c'est pas qu'il est plus juge pour une demi-heure, pour le temps du jugement, et puis c'est tout. Non, un juge qui est révoqué n'a plus le droit d'être juge à vie. La révocation d'un juge, c'est une sanction très grave. Bien, donc, le juge peut être un juge politique. Oui, c'est possible en théorie, même si on vient de le voir, il y a des des contre-pouvoirs, si on veut, des limitations. Voilà, des limitations par le Conseil supérieur de la magistrature, par d'autres choses. Mais allons dans cette idée de gouvernement des juges. On a déjà vu un peu en introduction avec les rappels. Allons plus loin. On aurait, du coup, s'il y a gouvernement des juges, on aurait à la fois un juge législateur et un juge exécutif. Commençons d'abord par le juge exécutif. Ça voudrait dire que le juge intervient. Il y a une intervention du juge en matière exécutive. Pour moi, je vais vous expliquer pourquoi c'est très peu probable. Car il faudrait que le juge ait une autorité sur les administrations, ce qu'il n'a pas. Hein, il faudrait qu'il y ait une certaine légitimité du juge pour contrôler l'administration. C'est assez difficile, surtout qu'il n'y a pas un juge, il y a plein de juridictions différentes. Même la juridiction d'ordre suprême, la juridiction de dernier ressort, le Conseil d'État, ou la Cour constitutionnelle, ou la Cour de cassation, ces juridictions suprêmes, elles n'ont pas le pouvoir d'ordonner à l'administration de faire certaines choses. Même pour la police, c'est peu probable. C'est peu probable car la police, déjà, elle a une organisation interne, il y a une hiérarchie qui existe, il y a une légitimité, un respect pour l'autorité qui existe, mais pas pour l'autorité de n'importe qui. L'autorité du juge, oui, quand il applique le droit, mais pas quand il veut dire s'il vous plaît, monsieur le policier, enfin, s'il vous plaît. Enfin, on imagine qu'il n'y aurait pas de s'il vous plaît, mais bon, bref. Imaginez un juge qui ordonne à la police d'intervenir pour arrêter telle personne alors qu'il n'y a pas eu de jugement, il n'y a pas eu, voilà, ordonner à la police de faire plus de contrôles lors des manifestations, alors qu'il n'y a pas eu de jugement, il n'y a rien eu. Non, ça n'est pas crédible. Ou alors il faudrait un sacré précédent, un juge vraiment très autoritaire, mais honnêtement, je vois pas comment c'est possible. Donc, ce juge exécutif, très peu probable. Il faudrait que le juge ait une autorité sur les administrations ou sur le gouvernement
pour leur demander de faire des choses en dehors de tout jugement, en dehors de tout cadre légal. À moins que le cadre légal soit réformé pour que ce soit possible, je ne vois pas comment le juge pourrait être un juge exécutif. Bon, il ne serait pas un juge exécutif à part entière, mais il y a quand même deux passages, entre guillemets, qui sont possibles. Deux moments où le juge peut ordonner des choses, d'une certaine manière, aux administrations, au gouvernement. C'est d'abord par le contrôle de conformité, donc contrôle de légalité, de constitutionnalité, etc., des actes administratifs unilatéraux. Contrôle des décrets en particulier, mais pas que des arrêtés, etc., etc. Bref, tout ce qui est de cet ordre-là, les actes administratifs unilatéraux. Je rentre pas dans un cours de droit administratif, ce serait un peu trop complexe, mais dites-vous que voilà, c'est ce genre de choses, les décrets préfectoraux, les décrets du gouvernement, etc., etc. Les arrêtés municipaux, on peut penser à ce genre de choses. Et il y a un contrôle de conformité qui est fait, qui est effectué par le juge, notamment lorsqu'il y a une plainte, lorsque le juge est saisi pour ce contrôle avec des raisons sérieuses, notamment lors d'un recours pour excès de pouvoir. Et tous ces contrôles de conformité sont en particulier exercés en dernier ressort par le Conseil d'État. Mais avant, il y a les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel, ça dépend après de ce qui est jugé, mais en dernier ressort, il peut y avoir plus ou moins d'appels selon ce qui est jugé, bon, peu importe. Mais en dernier ressort, c'est le Conseil d'État, c'est l'ordre administratif. Donc je disais, par le contrôle de conformité, exercé notamment, pas que, mais notamment par les recours pour excès de pouvoir. Lors de recours pour excès de pouvoir, qui seraient du coup utilisés par les juges, on l'imagine, dans le cadre d'un gouvernement des juges, pour forcer l'administration à agir d'une certaine manière. Comment? Par des astreintes, par exemple. C'est-à-dire que le juge va ordonner à l'administration de faire telle chose pour se mettre en conformité avec la loi, pour réparer un dommage qui a été causé à une personne. Voilà, ça dépend des cas, ça dépend quel est le jugement. Et donc, ces astreintes vont ordonner à l'administration d'agir d'une certaine manière, et si elle n'agit pas d'une certaine manière, donc si elle n'applique pas le jugement, eh bien, il y a des amendes qui doivent être payées. Bon, dans tous les cas, si c'est légal, c'est pas vraiment un gouvernement des juges. Si le gouvernement a encore pleinement son pouvoir exécutif, s'il a pleinement autorité sur les administrations, bon, si c'est pas le juge qui l'a, il n'y a pas de gouvernement des juges. En matière législative aussi, le juge législateur, ce serait la Cour constitutionnelle en particulier, qui exercerait un contrôle de constitutionnalité des lois, et qui, par ce contrôle, viendrait faire la loi. En contrôlant la loi, la Cour constitutionnelle viendrait dire ce que doit être la loi, ce qu'est la loi, comment on l'interprète. Bon, tout ce que je viens de dire là, sur le juge législateur, sur le juge exécutif, eh bien il y a un risque faible. En raison de quoi? En raison des verrouillages systémiques et des contrôles multiples des décisions des juridictions. Comme je l'ai dit à un autre moment, il n'y a pas très longtemps, au cours de cet épisode, la justice, c'est plusieurs juges. Et notamment, il y a le processus d'appel, c'est-à-dire qu'il y a d'abord un premier jugement, qui va ensuite être contesté devant une cour d'appel, et qui peut au final être contesté devant une cour suprême, la cour de cassation, notamment pour tout ce qui est ordre judiciaire. Donc déjà, ça, ces contrôles multiples, ça permet de garantir qu'il n'y a pas un seul juge qui intervienne, qui puisse intervenir. Et donc, ça permet d'éviter, de limiter en tout cas très fortement ce risque de politisation du juge, ce risque de partialité du juge. Je répète, de partialité. Le juge, on l'a dit au début de l'épisode, il est indépendant, il est aussi impartial. Il doit l'être, en tout cas. Et en cas de problème, il y a le Conseil supérieur de la magistrature, le CSM, qui va enfiler ses petites lunettes et qui surveille à tout moment, qui est là, avec ses jumelles, qui scrute le pouvoir judiciaire, qui scrute, voilà, la Cour de cassation, les cours d'appel, les tribunaux de première instance, etc., etc. Le Conseil d'État également, qui scrute avec ses petites jumelles, qui regarde ce que font les juges, les décisions qu'ils prennent, qui est à l'écoute de toutes les plaintes, de toutes les demandes, et qui se dit, est-ce que le juge est bien impartial? Est-ce qu'il fait bien son job? Et ce ne sont pas les juges eux-mêmes qui vont le décider. Pour un tiers, oui. L'autre tiers, c'est populaire. Ce sont des gens normaux, entre guillemets. Il y a un peu tout le monde. Il y a d'autres tiers, c'est politique. Ce troisième tiers, le tiers politique, représente
pas que, mais en partie le gouvernement et le pouvoir législatif, les chambres, Assemblée nationale, Chambre des sages. Donc il y a un contrôle. C'est pour ça que le risque est faible. Le plus gros risque, en fait, c'est pas le gouvernement des juges. Le mot est fort, la critique est forte, elle fait peur, mais il y a vraiment peu de risques. Le plus gros risque, c'est un peu avant le gouvernement des juges. Vachement avant, hein, si vous voulez mon avis. C'est un risque qui serait constant dans un gouvernement des juges et qui est possible dans n'importe quel gouvernement, dans n'importe quel État, n'importe quel système politique où il y a un pouvoir judiciaire qui va interpréter les lois. En fait, le plus gros risque, c'est l'interprétation créatrice et abusive. C'est-à-dire que le juge, même s'il n'est pas, voilà, c'est pas le gouvernement des juges, il doit interpréter la loi par moment lorsqu'elle est imprécise, ou qu'elle n'existe pas, qu'elle n'est pas complète. Le juge doit trouver une solution. Lorsqu'il y a un litige, le juge doit juger. Il a l'obligation de rendre un jugement. Et si la loi n'est pas assez précise, ou si la loi n'est pas complète, voilà, est ambiguë ou ce genre de choses, il doit trouver des solutions. Soit en interprétant d'une certaine manière la loi, soit en interprétant d'autres lois, d'autres principes constitutionnels, pourquoi pas, pour guider son jugement. Donc prenons un exemple assez simple. Imaginons une loi qui dise ceci. La liberté est un droit fondamental. Bon, là, ce serait pas vraiment une loi, hein, vous comprenez, ce serait plus la Constitution, mais peu importe. Imaginons que c'est une loi, et le juge, il a un cas devant lui. Une personne doit aller en prison. Elle conteste le jugement d'un juge pénal. On est face à une cour d'appel. La cour d'appel, le juge, se dit il y a ce principe-là dans la loi, la liberté est un droit fondamental. Ça veut dire quoi? Le juge arrive, il réfléchit et il dit ça veut dire que la prison est illégale. Bah oui, les prisons sont des lieux de privation de liberté. Or, la liberté est un droit fondamental, donc la prison est illégale. Ça paraît logique. Bon, en réalité, il y a d'autres principes qui vont contre la liberté par moment, notamment tout ce qui est sécurité, hein, voilà. Bref. Là, on peut dire qu'il y a une interprétation créatrice et abusive. Cet exemple, c'est une caricature, évidemment, mais c'est pour que vous compreniez ce que j'entends par interprétation créatrice et abusive. Ça peut être beaucoup plus subtil, hein, mais par moment, l'interprétation peut être une interprétation qui crée du droit, qui interprète trop loin, si vous me permettez l'expression, et qui donc abuse. Je reviens notamment à cette histoire de coutumes constitutionnelles. Les coutumes constitutionnelles, c'est lorsque la Cour constitutionnelle va interpréter le bleu de constitutionnalité, va interpréter ce qui a été fait dans les constitutions précédentes aussi, pas forcément la constitution qui s'applique actuellement, et qui, voilà, trouve des règles, des coutumes qu'on a l'habitude de suivre, qui ne sont pas inscrites clairement dans la constitution, mais qui sont quand même appliquées, qui sont quand même suivies. Ça peut être de grands principes, une façon de faire bien particulière, une façon d'interpréter les choses qu'on a déjà eu avant dans d'autres constitutions, lors de d'autres républiques, voilà, et qu'on va poursuivre. Le juge va le poursuivre et va créer ainsi, dégager plutôt une coutume constitutionnelle qui s'appliquerait actuellement, même si c'est pas dans la Constitution. Ça, c'est un peu bancal comme raisonnement. Les coutumes constitutionnelles, c'est quelque chose qui est assez critiquable. Parfois c'est justifié, parfois bon, c'est un peu limite, hein. Et ça, c'est le risque de l'interprétation créatrice et du coup, qui peut être abusive. Et le risque interprétatif, il est encore plus grand sur les règles larges, donc au maximum sur la Constitution, donc sur les coutumes constitutionnelles notamment. Et il y a un autre moment où le gouvernement des juges est un risque. Encore une fois, le gouvernement des juges, c'est assez peu probable. On parle plutôt ici d'abus du pouvoir judiciaire, de façon générale, sur les autres pouvoirs législatifs, sur le droit, sur les décisions qui sont rendues, qui peuvent conduire à des interprétations plutôt erronées ou à une intervention abusive, mais pas de gouvernement des juges, hein, on est d'accord? Eh bien là, c'est un autre risque, c'est l'intervention du juge contre la révision constitutionnelle. On n'est pas sur le contrôle des lois, on n'est pas sur un contrôle de constitutionnalité des lois, on est sur le contrôle de la révision constitutionnelle, donc sur le contrôle du pouvoir constituant lui-même. Et là, c'est très intéressant, car c'est là que le juge peut agir
presque à la place du souverain lui-même, à la place du constituant qui, je le rappelle, on l'a déjà vu dans les épisodes sur la souveraineté, le constituant dans une vision de souveraineté nationale, le constituant, il est le délégataire numéro 1 de la souveraineté que lui donne de la souveraineté nationale. C'est-à-dire que la nation va déléguer son pouvoir au constituant, qui est en charge de créer ou de maintenir, de faire évoluer une constitution. Donc c'est le pouvoir le plus important, c'est la chose la plus importante, qui intervient pas tous les jours, mais qui est vraiment très 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 fort. Le pouvoir constituant, c'est vraiment essentiel, puisque la constitution, c'est la règle fondamentale d'un État. Donc d'abord, il y a le contrôle de constitutionnalité externe. Ça, c'est lorsque la Cour constitutionnelle intervient sur des questions de procédure et de compétences. Donc, est-ce que ce contrôle de constitutionnalité externe de la révision constitutionnelle est possible et justifié? Est-ce que la Cour constitutionnelle peut juger le constituant sur la procédure qu'il utilise, sur sa compétence ou non à intervenir? Et évidemment, évidemment, car sinon tout le monde pourrait se revendiquer constituant s'il n'y a pas de contrôle de la compétence. Si on ne contrôle pas celui qui veut réformer la Constitution, si le juge constitutionnel ne vérifie pas que cette personne qui souhaite modifier la Constitution a bien le droit. Ou, s'il n'y a pas de contrôle sur la procédure, ça permet au constituant ou à quelqu'un qui se revendique constituant, s'il n'y a pas de contrôle non plus sur la compétence, ça permet au constituant de détourner les règles pour réviser la Constitution à sa manière, sans respecter la Constitution elle-même, sans respecter ce que dit la Constitution sur la manière de sa révision, la manière de la réviser. Il y a un protocole, il y a un processus, hein. Il y a des majorités à obtenir, il y a des voix à obtenir, notamment au sein des assemblées. Ça peut être aussi par référendum. Bref, il y a une procédure à suivre. Pas tout le monde la déclenche, pas tout le monde a le droit de voter, ça dépend. Il y a des questions de procédure et de compétences. Une constitutionnalité externe de la révision constitutionnelle et la Cour constitutionnelle va vérifier ça. Et c'est important. Donc ça pose pas de problème. Mais s'il y a un vote conforme du constituant pour autoriser une révision dérogatoire, on en avait parlé lors de l'épisode, je ne sais plus combien, hein, un peu vers le début, sur comment mettre en place une nouvelle constitution. Eh bien, dans ce cas-là, s'il y a un vote conforme, si le vote, donc la révision, est conforme, alors la révision dérogatoire est légale. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une révision conforme, on suit la procédure, la bonne personne, la personne compétente, le constituant bien compétent, bien vérifié, on sait que c'est lui, on sait que ce sont les bonnes personnes, suivent la bonne procédure pour décider qu'au final, il y aura une révision qui sera dérogatoire. Par exemple, une autre institution que le constituant qui va être chargé de réviser la Constitution ou d'en écrire une nouvelle. Dans ce cas-là, c'est légal. C'est légal car le constituant s'est exprimé conformément à ce que la Constitution lui autorise à faire. L'expression est légale. Le constituant a utilisé son pouvoir en respectant les règles que lui-même, par le passé, a dictées. En fait, le danger, là, il est surtout grand, il devient même gigantesque quand le pouvoir constituant prévoit son propre contrôle. Donc attention à ça. Je pense notamment à l'article 89, dernier alinéa de la Constitution de la Ve République, qui nous dit que la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision. Donc le constituant lui-même s'interdit de réviser quelque chose dans la Constitution. Eh bien ça, si on fait un raisonnement assez simple, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. C'est un faux risque, car il suffirait de réviser cet article qui interdit. On révise le dernier alinéa de l'article 89, on le supprime. Et comme ça, ensuite, on peut modifier la forme républicaine du gouvernement. Forme républicaine, ça veut dire des personnes élues qui ne détiennent pas en leur nom propre les biens de l'État. L'État a des biens qui appartiennent à l'État, mais à personne de physique, à aucune entité morale, hormis l'État lui-même. Bref, il n'y a pas, pour faire très simple, de roi à qui appartient le pouvoir, à qui appartient l'État. Il n'y a personne dont l'État est la propriété et qui ne tire son pouvoir d'une élection. Forme républicaine, ce sont des personnes élues qui ne détiennent pas l'État, qui n'héritent pas de leur pouvoir, etc., etc. C'est ça la République, c'est aussi simple que ça. C'est ce qui différencie la République de la monarchie, tout simplement. Bon, donc reprenons. Faut-il un gouvernement des juges? Faut-il que le juge soit souverain,
et voilà, contrôle un peu la société, contrôle le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, lui disent comment agir, comment décider. C'est le gouvernement des juges qui décide dans l'ombre. Non, bien sûr qu'il ne faut pas ce gouvernement des juges. Il faut une balance des pouvoirs pour éviter les abus de pouvoir et la confusion des pouvoirs. Même si le juge doit pouvoir juger, il doit pouvoir juger et juger tout le monde pour faire respecter la loi, l'état de droit, la hiérarchie des normes et protéger les libertés et droits fondamentaux. Bien sûr, parfois il doit interpréter la loi si nécessaire pour appliquer la loi au litige, une loi imprécise ou ambiguë, puisque le juge doit juger. Et pour éviter ce gouvernement des juges, il y a bien sûr la balance des pouvoirs, c'est-à-dire le fait que les pouvoirs s'arrêtent mutuellement entre eux, qu'il y a des contrôles multiples, euh, et en pratique, au sein du pouvoir judiciaire lui-même, il y a des contrôles, déjà des protections par les recours en appel, mais aussi des sanctions par cet organe indépendant mixte qui est le Conseil supérieur de la magistrature. Ce qui n'empêche pas, même s'il n'y a pas de gouvernement des juges, il y a très peu de risques qu'il y ait un gouvernement des juges. Il y a quand même d'autres risques qui sont un peu liés, qui sont en fait des versions adoucies, si on veut, qui sont des risques d'abus de pouvoir par les juges. Car oui, les abus de pouvoir sont possibles par le gouvernement, par le pouvoir législatif, mais aussi par le pouvoir judiciaire. Et ça peut être à cause d'objectifs qui inspirent en tant que droits fondamentaux. Voilà. Ça peut être la faute du droit lui-même, de la Constitution, qui donne des choses peu claires, et du juge ensuite, du juge constitutionnel en pratique, qui va décider d'interpréter ses objectifs d'une façon un peu trop exagérée, d'une façon un peu trop extensive. Mais surtout, il y a le risque, le plus important, des interprétations créatrices et abusives, entre autres les coutumes constitutionnelles, notamment lors de contrôles de conformité, et particulièrement lors de contrôles de constitutionnalité, et également de contrôle de constitutionnalité de la révision elle-même, lorsque le pouvoir constituant va vouloir changer la Constitution. Là, il y a un risque, il est assez faible. Donc tout ça, il faut l'avoir en tête. Dans cet épisode, le but c'était de rappeler ce qu'est le gouvernement des juges, bien sûr, de dire qu'il est assez peu probable, rappeler les protections, les recours en appel, les sanctions multiples à divers niveaux, les contrôles, la sanction finale de révocation qui peut être demandée, qui peut être ordonnée plutôt, par ce Conseil supérieur de la magistrature. Mais même si il y a très peu de risques qu'il y ait un gouvernement des juges, qui n'est pas souhaitable, je le rappelle, bien même si ce risque est très faible, il y a d'autres risques. Attention aux objectifs qui inspirent en tant que droits fondamentaux, attention aux interprétations créatrices et abusives du juge qui pourraient avoir lieu. Il faut rester vigilant. Et en particulier, le Conseil supérieur de la magistrature doit rester vigilant. Bref. Le gouvernement des juges, en faut-il un? Non. Est-ce qu'il y a un risque? Il est très faible. Est-ce qu'il y a d'autres risques qui se rapprochent du gouvernement des juges? Oui. Et dans ce cas-là, il faut toujours rester vigilant. Mais attention, il y a un autre risque qui est plus important que le gouvernement des juges. Bien sûr, c'est le risque autoritaire. Et c'est ce qu'on verra lors du prochain épisode de Parlons Constitution. Merci encore à toutes et tous d'avoir suivi cet assez long épisode, encore une fois. C'était Elsker. La prochaine fois, donc le risque autoritaire, dans l'épisode 72. Merci encore. N'hésitez pas à un petit like, à en discuter dans les commentaires ou sur Discord. Merci à toutes et tous, et à bientôt.